Et si le secret pour transformer les plus grands défis de votre vie en vos plus belles opportunités avait été découvert il y a plus de 2000 ans? Imaginez affronter les tempêtes de l'existence avec un calme si puissant que rien ne pourrait ébranler votre paix intérieure. Cela ressemble à un super pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas une simple fantaisie. Cet ancien super pouvoir est une philosophie séculaire, aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était sur les marchés animés et dans les salles de marbre de la Grèce et de la Rome antique. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous avons un pouvoir absolu sur la manière dont nous choisissons de réagir. Et dans le monde d'aujourd'hui, où l'incertitude semble être la seule certitude, ces enseignements pourraient bien être l'encre que nous cherchions tous. Et si je vous disais que le stoïcisme est davantage une question d'action que de pensée? Il s'agit de vivre une vie pleine de sens, de résilience et de bonheur, peu importe ce que le destin vous réserve. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions, mais de les comprendre et de les gérer pour mener une vie plus épanouie. Alors, que vous soyez confronté au stress, à l'adversité, ou que vous cherchiez simplement plus de joie au quotidien, restez avec nous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme. Nous allons découvrir sa sagesse intemporelle et voir comment elle peut transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon de vivre. Si vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage de transformation, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Restez avec moi jusqu'à la fin, sans sauter de passage, car chaque instant de cette vidéo est un pas de plus vers la découverte de la sagesse stoïcienne qui peut changer votre vie. 1. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Vous est-il déjà arrivé d'être coincé dans les embouteillages, fulminant contre ce retard, ou de faire défiler votre téléphone pour vous énerver à cause d'un commentaire négatif? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est comme si notre quotidien était rempli de petits tests, défiant notre humeur et notre tranquillité d'esprit à chaque instant. Mais voici une perspective révolutionnaire issue du monde du stoïcisme qui peut renverser toute cette frustration. Le stoïcisme, cette incroyable philosophie qui remonte à la Grèce et à la Rome antique, nous offre un outil puissant. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit un jour: « Ce ne sont pas les événements qui vous arrivent qui importent, mais la manière dont vous y réagissez. » Pensez-y un instant. Les embouteillages, le mauvais temps, les commentaires négatifs, tout cela est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas les changer, même si nous le souhaitons ardemment. Ce que nous pouvons changer, en revanche, c'est notre réaction. Cette idée n'est pas seulement une sagesse ancienne, elle est également soutenue par la psychologie moderne. Carl Jung, un géant dans le domaine de la psychologie, a déclaré « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Cela correspond parfaitement à la pratique stoïcienne. Il s'agit de reconnaître que le seul véritable pouvoir que nous avons est sur nos propres réactions, pensées et actions. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans cet embouteillage, en retard pour une réunion importante. Vous pouvez passer ce temps à bouillir de colère, à klaxonner et à stresser, ce qui, soyons honnêtes, ne fera pas avancer les voitures plus vite. Ou bien, vous pouvez prendre une profonde inspiration, accepter la situation et peut-être utiliser ce temps pour écouter un podcast, un livre audio ou simplement profiter de la musique. L'embouteillage n'a pas changé, mais votre réponse, si. Et avec ce changement, votre niveau de stress chute et votre journée s'éclaire. Ce principe stoïcien s'étend bien au-delà de la gestion du trafic ou de la météo. Il s'applique à nos objectifs personnels, à nos réactions envers les autres et à notre approche des obstacles de la vie. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, un autre poids lourd du stoïcisme. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs.
Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez contrarié par quelque chose hors de votre contrôle, souvenez-vous de ces sages paroles. Demandez-vous, est-ce en mon pouvoir? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Concentrez-vous sur votre réaction, votre état d'esprit et vos actions. Ce simple changement peut avoir un impact profond sur votre niveau de stress et votre bonheur général. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut la peine de s'y exercer chaque jour. Rappelez-vous, il s'agit de progrès, pas de perfection. Et en apprenant à nous concentrer davantage sur ce que nous contrôlons, nous ne nous contenterons pas de survivre aux défis de la vie, mais nous nous épanouirons malgré eux. 2. Accueillir les obstacles comme des opportunités. Le stoïcisme nous enseigne l'art d'accueillir les obstacles comme des opportunités. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous sont programmés pour voir les obstacles comme de simples barrières à notre succès et à notre bonheur. Mais les stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète renversent ce récit. Ils nous disent « Lorsque la vie vous envoie une épreuve, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre ?» C'est un changement de perspective radical. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses notes personnelles « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Ce qu'il veut dire, c'est que chaque obstacle, aussi intimidant soit-il, ne teste pas seulement notre résilience, mais nous enseigne aussi de précieuses leçons. Il s'agit de trouver le côté positif dans les situations difficiles et de l'utiliser pour alimenter notre croissance. Cette perspective n'est pas seulement une philosophie ancienne. Elle est également soutenue par des penseurs modernes. Le célèbre psychologue Carl Jung a dit « Ce à quoi vous résistez persiste. » En luttant contre les obstacles, nous leur donnons plus de pouvoir sur nous. Mais en les acceptant et en apprenant d'eux, nous pouvons les surmonter. Cet état d'esprit stoïcien consiste à transformer les défis en tremplin pour devenir plus forts et plus sages. Rendons cela pratique. Imaginons que vous faites face à des refus suite à des candidatures d'emploi. Il est facile de sombrer dans une spirale d'apitoiement et de doute. Mais si vous considériez chaque refus comme un retour d'information, peut-être y a-t-il une compétence que vous devez améliorer ou une nouvelle stratégie à adopter pour votre recherche d'emploi. Ce changement de perspective peut transformer une série de refus en un chemin de développement professionnel. Un autre exemple concerne les conflits personnels. Ils sont inconfortables et stressants, mais ils offrent aussi une chance de pratiquer la patience, l'empathie et les compétences en communication. Chaque désaccord est une opportunité de comprendre différents points de vue et d'affiner nos capacités de résolution de conflits. L'essence de cette approche réside dans la question « Que peut m'apprendre cette situation ?» Au lieu d'être des victimes passives des circonstances, nous devenons des apprenants actifs et des solutionneurs de problèmes. Cela ne signifie pas qu'affronter les obstacles devient facile, mais cela signifie que nous les abordons avec un état d'esprit orienté vers la croissance et l'apprentissage. Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les événements qui vous arrivent qui importent, mais la manière dont vous y réagissez. » C'est le cœur du stoïcisme. Il s'agit de voir au-delà de la douleur ou de la frustration immédiate d'un obstacle et de trouver les leçons et les opportunités qu'il présente. Alors, lorsque vous êtes confronté à un défi, grand ou petit, essayez de faire une pause et de le recadrer. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de la situation et comment elle peut vous rendre plus fort et plus sage. Rappelez-vous, les obstacles ne sont pas seulement des haies à franchir, ce sont des opportunités de grandir. En adoptant cet état d'esprit stoïcien, nous pouvons naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce,
de résilience et de sagesse. 3. Vivre l'instant présent. C'est quelque chose que l'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Vivre l'instant présent. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et pourquoi est-ce si important? Vivre l'instant présent, c'est embrasser et expérimenter pleinement l'endroit où vous êtes à cette seconde précise, sans laisser votre esprit vagabonder vers les soucis de demain ou les regrets d'hier. C'est réaliser que la vie, avec toute sa beauté, ses défis et ses surprises, se déroule maintenant. Ce concept n'est pas nouveau. C'est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, reprise par de grands esprits comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, et il a été réaffirmé par des psychologues et penseurs modernes. Commençons par les stoïciens. Marc Aurèle a dit un jour: « Ne t'attarde pas sur le passé, ne rêve pas de l'avenir. Concentre ton esprit sur le moment présent. » Il comprenait que le pouvoir de vivre dans le présent réside dans sa capacité à nous ancrer, à libérer notre esprit des distractions et à nous permettre d'apprécier la richesse de la vie telle qu'elle se déploie. Mais pourquoi est-il si difficile de rester présent? Notre esprit est souvent encombré de pensées, d'inquiétudes sur ce qui va suivre ou de relecture d'événements passés. Ce bruit mental constant nous éloigne de la beauté et du potentiel de l'ici et maintenant. Comme l'a dit le célèbre psychologue Carl Jung, la plus petite des choses qui a un sens vaut plus dans la vie que la plus grande des choses qui n'en a pas. Vivre dans l'instant présent donne un sens aux petites expériences quotidiennes, enrichissant nos vies au-delà de toute mesure. Aristote parlait de l'importance d'être conscient du présent pour atteindre l'eudaimonia, ou un état de bonheur, de santé et de prospérité. Il croyait qu'en nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvions vivre une vie vertueuse, tirant le meilleur parti de notre expérience humaine. Alors, comment pouvons-nous pratiquer la vie dans le présent? Cela commence par la pleine conscience, l'art de prêter attention au moment présent sans jugement. Quand vous mangez, savourez chaque bouchée. Quand vous marchez, remarquez la sensation du sol sous vos pieds. Écoutez activement lorsque quelqu'un vous parle au lieu de planifier ce que vous allez dire ensuite. Ces simples actes de pleine conscience nous ramènent au présent, rendant nos vies plus riches et plus significatives. Sénèque offrait cette sagesse. Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans une dépendance anxieuse vis-à-vis de l'avenir. Il comprenait que l'anxiété concernant ce qui va arriver ou ce qui a été ne sert qu'à diminuer notre bonheur actuel. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou oublier le passé. Il s'agit de trouver un équilibre où nous apprenons de notre passé et planifions notre avenir sans laisser ces activités consumer notre présent. C'est dans cet équilibre que nous trouvons la paix et le contentement. Rappelez-vous, chaque moment est une opportunité de se réinitialiser et de se recentrer sur le maintenant. C'est dans le présent que nous vivons, aimons et créons des souvenirs. Faisons donc un effort conscient pour être plus présents dans nos vies. Chérissons le maintenant, car c'est ici, en cet instant précis, que la vie se déroule vraiment. 4. Développer l'autodiscipline. Je sais que le mot « autodiscipline » peut évoquer des images d'horaires rigides et d'une vie sans plaisir, mais redessinons cette image ensemble. L'autodiscipline ne consiste pas à restreindre votre vie. Il s'agit de vous donner le pouvoir de faire des choix qui correspondent à vos valeurs les plus profondes et à vos aspirations à long terme. C'est choisir ce qui est juste pour vous, pas ce qui est facile sur le moment. Au fond, développer l'autodiscipline, c'est maîtriser soi-même. C'est dire oui aux choses qui nous servent et non à celles qui ne le font pas, même quand c'est difficile. Pensez-y. Qu'il s'agisse de s'en tenir à une routine d'entraînement, d'économiser de l'argent au lieu de faire des achats impulsifs,
ou d'éteindre Netflix pour se concentrer sur un projet. Ces choix n'apportent peut-être pas une gratification instantanée, mais ils ouvrent la voie à une satisfaction et un succès à long terme. La philosophie stoïcienne a beaucoup à dire sur l'autodiscipline. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit un jour « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. » Cette déclaration puissante souligne l'essence de l'autodiscipline. Il s'agit de contrôler nos impulsions, nos émotions et nos actions, malgré les tentations et les distractions extérieures que la vie nous envoie. Sénèque offre également sa sagesse sur le sujet. Il nous conseille d'être constants et de contrôler nos désirs plutôt que d'être contrôlés par eux. Il comprenait que la vraie liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes et nos appétits. Mais pourquoi l'autodiscipline est-elle si cruciale? Aristote, le philosophe grec ancien, nous éclaire sur ce point. Il croyait que nous atteignons l'excellence et la vertu par l'habitude. En pratiquant l'autodiscipline, nous cultivons des habitudes qui nous mènent vers notre meilleur moi. Il ne s'agit pas d'actes de volonté occasionnels, mais de faire constamment des choix qui reflètent nos valeurs et nos objectifs. Le développement de l'autodiscipline est également lié à la compréhension psychologique moderne. Carl Jung, un pionnier de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement. Cette intégration nécessite de l'autodiscipline, car nous devons naviguer entre les désirs des différentes parties de notre psyché, en choisissant des chemins qui contribuent à notre bien-être et à notre croissance globale. Alors, comment pouvons-nous développer l'autodiscipline dans notre vie quotidienne? Commencez petit. Choisissez un domaine que vous souhaitez améliorer, que ce soit votre alimentation, votre routine d'exercice ou vos habitudes de dépenses. Fixez des objectifs clairs et réalisables et avancez un jour à la fois. Rappelez-vous, chaque fois que vous faites un choix qui correspond à vos objectifs, vous renforcez le muscle de l'autodiscipline. Épictète nous le rappelle. Aucune grande chose n'est créée soudainement. L'autodiscipline se construit par de petites actions constantes. Il s'agit de progrès, pas de perfection. Chaque jour présente de nouvelles opportunités de pratiquer l'autodiscipline, de choisir des actions qui nous rapprochent de qui nous voulons être. Développer l'autodiscipline est un voyage. Il s'agit de trouver un équilibre entre ce que nous voulons maintenant et ce que nous voulons le plus. Il s'agit de faire des choix qui peuvent être difficiles sur le moment, mais qui nous rapprocheront de nos objectifs, de notre bonheur et de notre paix à long terme. Alors, engageons-nous ensemble dans ce voyage, en nous soutenant les uns les autres pour choisir ce qui est juste, et non ce qui est facile. Rappelez-vous, dans le domaine de l'autodiscipline se trouve le chemin pour réaliser nos rêves et vivre une vie que nous aimons vraiment. 5. Développer la résilience émotionnelle. Lorsque la vie nous réserve des épreuves, nous ressentons tous un tourbillon d'émotions. Se sentir en colère, triste ou frustré est une partie naturelle de l'être humain. Mais voici le point crucial. Il ne s'agit pas seulement des émotions que nous ressentons, mais de la manière dont nous les gérons. C'est là que la magie de la résilience émotionnelle entre en jeu. La résilience émotionnelle est comme ce super pouvoir qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et d'en sortir plus fort de l'autre côté. Il s'agit de reconnaître nos émotions, de les comprendre, puis de prendre des mesures positives pour avancer, plutôt que d'être emportés par le flot de nos sentiments. Les stoïciens avaient beaucoup à dire à ce sujet. Marc Aurèle, par exemple, nous rappelle « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cette profonde intuition touche à l'essence de la résilience émotionnelle. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous n'ayons peut-être pas de contrôle sur ce qui nous arrive,
Nous avons le contrôle sur la manière dont nous y répondons. Nos émotions n'ont pas à contrôler nos actions. Sénèque offre sa sagesse sur la manière de faire face à l'adversité sans perdre son sang-froid. Il enseigne que les épreuves de la vie sont des tests de notre caractère et de notre résilience. En faisant face à nos sentiments avec compréhension et patience, nous pouvons devenir plus sages et plus robustes. Mais comment développer cette résilience émotionnelle? Cela commence par la conscience de soi. Être attentif à nos émotions et à nos réactions nous aide à mieux nous comprendre. Il est normal de ressentir ce que nous ressentons, mais au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons choisir de répondre d'une manière qui correspond à nos valeurs et à notre bien-être à long terme. Aristote parlait du juste milieu, trouver l'équilibre entre l'excès et le défaut. Ce concept s'applique magnifiquement à la résilience émotionnelle. Il s'agit de trouver une réponse équilibrée à nos émotions, sans les réprimer ni les laisser nous submerger. Carl Jung, un pionnier de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre psyché pour atteindre la plénitude. Une partie de ce processus consiste à affronter nos émotions, à les comprendre et à en tirer des leçons. C'est au cœur du développement de la résilience émotionnelle. Alors, que pouvez-vous faire lorsque vous êtes en proie à des émotions fortes? D'abord, donnez-vous la permission de ressentir. Reconnaissez vos émotions sans jugement. Ensuite, prenez du recul et essayez de comprendre ce qui a déclenché ces sentiments. Cette réflexion peut fournir des informations précieuses sur vos schémas émotionnels et vos déclencheurs. Épictète a dit « Ce ne sont pas les événements qui vous arrivent qui importent, mais la manière dont vous y réagissez. » C'est un rappel puissant que nos réactions à nos émotions peuvent façonner nos expériences. Au lieu d'être réactifs, nous pouvons choisir de répondre de manière constructive et apaisante. Développer la résilience émotionnelle est un voyage. Cela implique de pratiquer la pleine conscience, l'autoréflexion et la patience. Il s'agit de se constituer une boîte à outils de stratégie d'adaptation, comme tenir un journal, parler à un ami de confiance ou pratiquer des techniques de relaxation. Plus important encore, il s'agit de se traiter avec gentillesse et compassion lorsque vous naviguez à travers vos émotions. La résilience émotionnelle ne consiste pas à ne jamais ressentir d'émotions négatives. Il s'agit d'apprendre à surfer sur les vagues de ces émotions avec grâce et à en sortir plus fort et plus conscient de soi. En développant notre résilience émotionnelle, nous nous donnons le pouvoir de faire face aux défis de la vie avec courage et sérénité. Embrasons ce voyage ensemble, en nous soutenant mutuellement pour devenir plus résilients émotionnellement et, finalement, vivre une vie plus épanouie. 6. Memento mori. Rappelez-vous que vous allez mourir. Les stoïciens, y compris de grands esprits comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, utilisaient ce concept non pas pour créer la peur, mais pour inspirer une appréciation plus profonde de chaque instant. Ils croyaient qu'en gardant à l'esprit l'inévitabilité de la mort, nous vivrions plus pleinement, plus consciemment, et avec gratitude pour le présent. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, réfléchissait souvent à la nature éphémère de la vie, nous encourageant à vivre d'une manière fidèle à nos valeurs et à tirer le meilleur parti du temps qui nous est imparti. Tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses, a-t-il écrit. Il ne s'agit pas d'être morose. C'est un appel à l'action, un rappel de se concentrer sur ce qui compte vraiment, de laisser de côté les soucis mesquins et de vivre avec un but et une intégrité. Sénèque aussi parlait de la brièveté de la vie, nous exhortant à ne pas perdre de temps en futilité, mais à nous concentrer sur la création d'une existence significative. Il croyait que la conscience de la mort nous encourage à vivre plus sagement et à chérir nos relations et nos expériences. Épictète soulignait l'importance de se concentrer sur le présent et de faire le meilleur usage de notre temps.
En nous rappelant que nous ne vivrons pas éternellement, nous sommes plus susceptibles de vivre de manière éthique et d'apprécier la beauté et la richesse de la vie. Mais comment pouvons-nous intégrer le memento mori dans nos propres vies sans que cela ne ressemble à un nuage noir au-dessus de nos têtes? Cela commence par un changement de perspective. Au lieu de voir la conscience de la mort comme quelque chose d'effrayant, nous pouvons la considérer comme un puissant moteur pour vivre notre vie au maximum. Il s'agit d'embrasser le présent, de ne pas reporter nos rêves ou notre bonheur à un avenir indéfini qui n'est pas garanti. Pensez aux choses que vous avez remises à plus tard. Peut-être s'agit-il de poursuivre une passion, de renouer avec des proches, ou simplement de prendre le temps d'apprécier les petites joies du quotidien. Memento mori nous rappelle de ne pas tenir notre temps pour acquis. Cela nous encourage à vivre de manière plus authentique, à dire ce que nous pensons, à aimer ouvertement et à être présents dans nos vies. Ce concept nous apprend également à apprécier l'impermanence de la vie, ce qui, en retour, approfondit notre gratitude pour les moments que nous avons. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, nous sommes plus enclins à chérir nos expériences, à vivre plus consciemment et à exprimer notre gratitude pour les personnes et les moments qui enrichissent nos vies. Utilisons donc le memento mori, non pas comme une source de peur, mais comme un catalyseur pour la croissance, la gratitude et une appréciation plus profonde de la vie. Qu'il nous rappelle de faire des choix qui correspondent à nos valeurs les plus profondes, de chérir nos relations et de savourer la beauté de l'instant présent. Se souvenir que nous mourrons un jour nous encourage à vivre plus pleinement aujourd'hui. En faisant nôtre le principe du memento mori, nous découvrons un puissant rappel, celui de vivre non dans la crainte de la mort, mais dans la célébration de la vie. Faisons en sorte que chaque instant compte, non par peur de sa fin, mais par pur amour pour l'existence. Vivons de telle manière que, lorsque notre heure viendra, nous puissions regarder notre passé sans aucun regret, avec la certitude d'avoir vécu pleinement, aimé profondément et apprécié l'incroyable voyage qu'est la vie. Cette prise de conscience nous amène naturellement à une autre pratique essentielle, la gratitude. Il est fascinant de voir comment un concept aussi simple peut transformer nos vies. Il s'agit de détourner notre attention de ce qui nous manque pour nous concentrer sur ce que nous avons. Cette pratique peut véritablement changer la donne, surtout lors des journées qui ressemblent à une bataille acharnée. Les stoïciens, dans leur grande sagesse, avaient beaucoup à dire sur la gratitude. Ils croyaient que le bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens, mais de l'appréciation de ce que l'on possède déjà. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de se concentrer sur le présent et de trouver la joie dans les choses simples. Il disait « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » C'est la gratitude dans sa forme la plus pure. C'est reconnaître la valeur de la vie elle-même et les nombreux cadeaux qu'elle nous offre chaque jour. Sénèque, lui, expliquait comment nos désirs peuvent nous égarer, nous poussant à courir sans cesse après plus, sans jamais trouver de véritable satisfaction. Il suggérait qu'en nous concentrant sur ce que nous avons, et en comprenant que les meilleures choses de la vie sont déjà à notre portée, nous pouvons trouver un réel contentement. Épictète, connu pour son approche pratique, encourageait ses disciples à apprécier leurs circonstances actuelles, quelles qu'elles soient. Il croyait qu'en acceptant et en trouvant de la valeur dans notre situation présente, nous pouvions mener une vie plus épanouie. Mais comment pratiquer la gratitude, surtout quand la vie nous réserve des épreuves? Cela commence par en faire une habitude quotidienne. Chaque matin ou chaque soir, prenez un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Cela peut être aussi simple qu'une tasse de café chaud, une conversation avec un ami ou la beauté d'un coucher de soleil. Cette pratique aide à reprogrammer notre cerveau pour qu'il se concentre sur le positif, améliorant ainsi notre humeur et notre vision de la vie. La gratitude, c'est aussi accepter les défis et y trouver des leçons. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons demander « Quelle leçon puis-je en tirer ?» Ce changement de perspective nous aide à apprécier nos expériences, bonnes comme mauvaises, comme des étapes précieuses de notre voyage. De plus, la gratitude renforce nos liens avec les autres. En exprimant notre reconnaissance aux personnes qui nous entourent, non seulement nous égayons leur journée, mais nous consolidons aussi nos relations. Un simple « merci » peut faire toute la différence. Aristote parlait de l'importance de reconnaître le bien dans nos vies pour atteindre l'eudaimonia, le véritable bonheur. Même la psychologie moderne confirme les bienfaits de la gratitude. Des études ont montré qu'une pratique régulière diminue l'anxiété et améliore le sommeil. Comme le disait Carl Jung, le mot bonheur perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. En reconnaissant et en étant reconnaissant pour tout le spectre de nos expériences, nous trouvons une forme de bonheur plus profonde et authentique. Alors, faisons de la gratitude la pierre angulaire de notre quotidien. Célébrons les petites victoires, chérissons les moments de connexion et trouvons la joie dans les plaisirs simples. Car souvenez-vous, ce n'est pas le bonheur qui engendre la gratitude, c'est la gratitude qui mène au bonheur. Cette gratitude pour le présent nous inspire à rechercher l'excellence personnelle. Les stoïciens croyaient que la vertu, ou l'excellence, est le seul véritable bien. Marc Aurèle en est un parfait exemple. Il a dit un jour « Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. » Cette déclaration, simple mais puissante, résume l'essence de l'excellence personnelle. Il s'agit d'incarner les valeurs que nous admirons et de vivre selon elles chaque jour. Sénèque soulignait l'importance du perfectionnement de soi, suggérant que la véritable excellence vient de l'intérieur et se reflète dans nos actions. Épictète, quant à lui, mettait en lumière le rôle de la responsabilité personnelle. Il enseignait que nos réactions et notre volonté sont sous notre contrôle et que les maîtriser est la clé d'une vie vertueuse. Mais à quoi ressemble cette quête au quotidien? Elle commence par la définition de nos propres normes, basées sur nos valeurs, et non sur les attentes de la société. Il s'agit de savoir qui nous sommes et de faire des pas constants vers notre amélioration. L'excellence personnelle est aussi une question de résilience, de la manière dont nous réagissons aux échecs. Comme le disait Aristote, l'excellence n'est jamais un accident, elle est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Cela signifie voir les défis comme des opportunités de grandir. Cela implique aussi de cultiver un état d'esprit de croissance, la conviction que nos capacités peuvent être développées par le travail. Enfin, l'excellence personnelle, c'est vivre de manière authentique, être fidèle à soi-même, même lorsque ce n'est pas facile. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être fier de qui nous sommes et de la manière dont nous vivons. Faisons de l'excellence personnelle non pas un simple objectif, mais un mode de vie. Et cette quête ne peut s'épanouir que si nous apprenons à nous détacher du regard des autres. Dans un monde saturé par les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de s'évaluer à travers l'opinion d'autrui. Mais voici une vérité libératrice. Votre valeur ne dépend pas de la validation extérieure. Elle réside dans votre authenticité. Les stoïciens enseignaient que notre paix intérieure vient de notre concentration sur ce qui est en notre contrôle, nos actions, nos pensées, notre intégrité, et non les opinions fluctuantes des autres.
Marc Aurèle a sagement observé. Je me suis souvent demandé comment il se fait que chaque homme s'aime plus que tous les autres, mais accorde pourtant moins de valeur à sa propre opinion qu'à celle des autres. Sénèque et Épictète partageaient cette idée. Le véritable contentement vient de l'intérieur, d'une vie en accord avec nos principes. Alors, comment moins se soucier de ce que les autres pensent? D'abord, comprenez que vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Vous seul avez le pouvoir de définir votre valeur. Ensuite, pratiquez l'introspection. Demandez-vous, quelle vie suis-je en train de vivre? La mienne ou celle que l'on attend de moi? Enfin, acceptez votre vulnérabilité. Être authentique, c'est être ouvert sur ses imperfections, en sachant que la perfection est une illusion. Comme le préconisait Aristote avec son « juste milieu », il s'agit de trouver un équilibre sain entre l'écoute des retours constructifs et le maintien de notre autonomie. Engageons-nous à nous estimer pour ce que nous sommes vraiment. Votre valeur est intrinsèque et unique. En étant fidèle à vous-même, vous faites briller votre lumière de la manière la plus authentique qui soit. Se libérer du jugement d'autrui nous donne la force d'accepter une autre vérité fondamentale. Le changement. La seule constante dans la vie est le changement. Apprendre à suivre le courant rend le voyage moins effrayant et plus aventureux. Les stoïciens voyaient le changement comme une partie naturelle du rythme de l'univers. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive, tissé dans la trame de ta destinée, car quoi de plus approprié à tes besoins? » Cette acceptation profonde nous aide à comprendre que chaque changement a sa place dans notre histoire. Sénèque nous conseillait d'être flexibles, car s'attacher trop à nos circonstances mène inévitablement à la déception. Épictète, lui, nous rappelait de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous contrôlons notre attitude envers eux. Comment devenir plus ouvert au changement? D'abord, en reconnaissant qu'il est inévitable. C'est l'ordre naturel des choses. Ensuite, en pratiquant la pleine conscience. Être présent dans l'instant nous permet d'apprécier nos expériences sans nous y agripper. Enfin, en cherchant les leçons dans chaque transition. Au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Comme le disait Aristote, une partie de la vertu est l'adaptabilité, la capacité de naviguer les changements de la vie avec grâce. Rappelons-nous que le changement n'est pas quelque chose à subir, mais à accueillir. Suivre le courant n'est pas de la passivité. C'est s'engager activement avec la vie dans toute sa complexité. En acceptant le flux constant de la vie, nous développons une plus grande compassion et empathie. Malgré nos différences, nous sommes tous engagés dans le même voyage complexe. En cultivant la bienveillance, nous contribuons à rendre le monde meilleur. Les stoïciens accordaient une grande importance à ces vertus. Ils croyaient en l'interconnexion de tous les humains. Marc Aurèle nous l'a rappelé. Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille. Notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. Sénèque affirmait qu'en aidant les autres, nous nous aidons aussi nous-mêmes, et nous encourageait à étendre notre empathie, même à ceux qui nous ont fait du tort. Épictète enseignait que nous devrions nous efforcer de comprendre le point de vue des autres, reconnaissant que chacun a ses raisons. Comment pratiquer cela au quotidien? Cela commence par l'écoute, une écoute véritable. C'est se mettre à la place des autres, imaginer leur lutte et leur joie. Cela se poursuit par des actes de gentillesse, aussi petits soient-ils. Un sourire, un mot bienveillant, une oreille attentive. C'est aussi être présent pour les autres dans le besoin, offrant un soutien sans jugement. Comme le disait Aristote, les vrais amis partagent les joies mais aussi les peines.
Derrière chaque visage se cache une histoire, derrière chaque action, une raison. En nous comprenant et en prenant soin les uns des autres, nous rendons le monde plus doux. Créons ensemble des vagues de compassion qui transforment le monde, un acte d'empathie à la fois. Cette compassion, envers les autres et envers nous-mêmes, trouve son expression la plus profonde dans la pratique de la réflexion régulière. Il s'agit de marquer une pause significative pour revenir sur nos actions, nos pensées et les chemins que nous avons empruntés. Dans un monde qui va toujours plus vite, cette pratique est notre ancre. Les stoïciens accordaient une immense valeur à la réflexion. Dans ses écrits personnels, Marc Aurèle examinait sa vie et sa boussole morale. « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées », écrivait-il. Sénèque recommandait une auto-évaluation régulière, comparant la vie à une pièce de théâtre dont nous devrions périodiquement revoir notre rôle. Épictète, lui, encourageait ses étudiants à conclure chaque journée par un bilan. « Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Quel devoir ai-je négligé? » Comment intégrer cette pratique dans nos vies modernes? D'abord, en faisant une habitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à votre journée. L'écrire peut en amplifier les bienfaits. Ensuite, utilisez cette réflexion comme un outil de gratitude, en notant les moments de joie. Enfin, abordez cet exercice avec bienveillance envers vous-même. La réflexion ne vise pas à vous blâmer pour vos erreurs, mais à les voir comme des opportunités d'apprendre. Comme le disait Aristote, la vraie sagesse vient de la compréhension de soi. C'est l'essence même d'une vie examinée, une vie en accord avec la vertu et l'excellence. En psychologie moderne, les bienfaits de la réflexion régulière sont amplement documentés, révélant des améliorations de la santé mentale, de la clarté de nos objectifs et de notre épanouissement personnel. Réfléchir à nos expériences nous aide à gérer nos émotions, à apprendre de nos actes et à prendre des décisions plus éclairées pour l'avenir. Faisons de cette pratique de réflexion et d'introspection régulière notre boussole, pour nous assurer que nous ne subissons pas la vie passivement, mais que nous la façonnons activement, en accord avec nos valeurs. En prenant le temps de regarder en arrière, nous acquérons la lucidité nécessaire pour avancer, plus alignés, plus conscients et plus en harmonie avec l'essence de qui nous sommes et de qui nous aspirons à devenir. Chérissons ce voyage introspectif, car c'est en nous connaissant nous-mêmes que nous trouvons le chemin vers le véritable épanouissement et la joie. Chacune de ces leçons du stoïcisme n'est pas seulement une sagesse ancienne. Ce sont de véritables outils de vie qui peuvent nous aider à gérer le stress, à prendre de meilleures décisions et à trouver la paix au cœur du chaos. Souvenez-vous, ce ne sont pas les défis qui nous définissent, mais la force que nous trouvons pour les affronter, la sagesse que nous en tirons et la compassion que nous partageons. Chaque pas, chaque réflexion, chaque acte de bienveillance est une touche de pinceau sur le chef-d'œuvre de votre vie. Alors, ne nous contentons pas d'exister. Vivons pleinement, avec intention et authenticité. Alors que nous nous quittons aujourd'hui, je vous encourage à ne pas laisser cette inspiration s'éteindre ici. À l'écran, vous trouverez une playlist qui est un véritable trésor de sagesse, d'histoire et de stratégie pour vous aider à naviguer les méandres de la vie avec grâce et résilience. Cliquez dessus, plongez plus profondément et continuez de sculpter la version la plus authentique de vous-même. Ensemble, continuons de grandir, de réfléchir et d'embrasser la merveilleuse complexité de la vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. D'ici notre prochaine rencontre, souvenez-vous de ne pas vivre pour les applaudissements, mais pour la cause d'être la version la plus sincère de vous-même. Prenez soin de vous et à la prochaine étape de notre voyage.